Perplexe. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ou reconnaître la valeur de quelqu'un. Mais lui, Yoro, c'est connu. Non seulement il est généreux, mais il a une spontanéité d'âme qui lui permet de s'exprimer librement par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ses convictions. Et je pense que ça, ce sont des valeurs que nous partageons. Je ne sais pas si ce sont les Sérères qui viennent des Toucouleurs ou les Toucouleurs qui viennent des Sérères. Là, je vous laisse cette réponse-là, cette réflexion-là. Et je suis honoré, Yoro, aujourd'hui, d'être en face de vos confrères que j'apprécie de très loin. J'apprécie leur pragmatisme, leur professionnalisme. Il est rare pour moi de sortir dans la presse et de parler. Je ne parle que de choses utiles. Et la précision que vous avez eu à faire tout à l'heure est une précision très importante, parce que je considère ce livre comme la confession plutôt d'un prolétaire, d'un paysan sérère qui vit les pulsions de sa ruralité, qui observe un monde qui bouge, un monde en métamorphose, avec une recomposition géopolitique, géostratégique, et qui est inquiet par rapport à notre continent. Et cette inquiétude, je l'ai dit dans ce petit papier, me plonge dans un profond lyrisme je suis partagé entre afro-optimisme et afro-pessimisme. En faisant une relecture de ce livre de René Dumont, 1962, qui disait déjà que l'Afrique noire était mal partie. Il faut rappeler que René Dumont était un agronome qui a duré en Afrique, qui a pu observer les tendances en Afrique. Dans ses conclusions, il avait fait comprendre qu'il avait des pincements au cœur parce que les paysans africains étaient délaissés. Les terres africaines étaient délaissées, qu'il n'y avait pas de stratégie agricole qui puisse nourrir l'Afrique et qui puisse permettre à l'Afrique, comme la théorie de Rostov, d'être industrialisée. Et concomitamment, déjà en son temps, la démographie progressait à pas de géant et continue à progresser. Et c'est pourquoi l'histoire lui a donné raison. Il faut qu'on le dise. L'histoire lui a donné raison. Et pourquoi l'histoire lui a donné raison? L'Afrique devient de plus en plus pauvre dans un monde polysegmentaire. J'ai utilisé d'ailleurs la métaphore, je n'y reviendrai pas, la métaphore de la lutte des classes. On a un monde polysegmenté parce que 8% de la population détient 82% de la richesse mondiale. Les pauvres deviennent plus pauvres parce que la pauvreté augmente chaque année en Afrique de 2% et même plus. Et recule de l'autre côté de 9,2%. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de système ou de projet révolutionnaire qui puisse faire sortir l'Afrique de ce tournant-là. Et c'est ce qui justifie justement mes inquiétudes. Et c'est ça qui m'a poussé à poser ce débat-là sous forme d'introspection pour qu'ensemble, nous puissions préconiser des solutions pendant qu'il est encore temps. Parce que personne ne le fera à notre place. Il faudrait que nous, les Africains, que nous puissions prendre en charge ce débat-là. Comme le siècle des Lumières, ils ne sont pas restés chez eux. Ils ont dénoncé les injustices sociales. J'en ai parlé dans le cadre du nouveau débat de la croissance, justice et inégalité, qui date d'Aristote et de Platon, qui parlaient de justice distributive pour lutter contre les inégalités les plus inacceptables. J'ai pensé
à démontrer la situation de l'Afrique par rapport à la prospérité mondiale. Ma conclusion, je suis arrivé à un terme, nous vivons une pathologie de la pauvreté intergénérationnelle. Alors, pour ne pas me faire prendre au mot, j'ai utilisé des outils scientifiques reconnus par tout le monde, c'est-à-dire reconnus par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire, par le PNUD, le PIB par tête d'habitant et l'indice de développement humain, les indices composites. Alors, si nous prenons l'IDH, prenez l'IDH, 4 niveaux, très élevés, moins, IDH faible. Tout à fait au fond, là, ici, nous ne voyons que les pays africains. Nous sommes la lanterne rouge. C'est-à-dire, des indépendances jusqu'à nos jours, il y a un seuil, un Rubicon de prospérité que nous n'avons pas pu dépasser. Mais c'est grave. Et à l'intérieur du livre, vous allez voir que j'ai comparé 4 zones géographiques. L'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud. Nous avions les mêmes niveaux de développement en 1960. Je donne l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Sud. Même niveau de PIB. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud s'est hissée au niveau des titans de l'économie mondiale. Et nous, nous peinons à traverser un Rubicon d'un certain seuil de prospérité. Eh bien, c'est grave. Et j'ai l'impression que nous dormons sous nos lauriers. Et au-delà de ces indicateurs de performance, j'ai remis en cause les instruments de mesure de nos économies, de PIB. Alors, quand un instrument mesure la prospérité d'un pays et laisse de côté 60% de cette prospérité-là, il y a un biais. Parce que le PIB ne capte pas réellement les activités du secteur informel qui, par définition, échappent à la comptabilité nationale. Et pourtant, c'est ce même secteur informel qu'on utilise pour faire du rebasing. Le rebasing n'est qu'une sorte de source, capter ce qu'on n'avait pas capté, l'ajouter sur le PIB, voilà, pour restaurer les équilibres macroéconomiques. Donc, quelque part, et je l'ai défendu à l'OCDE. Je l'ai défendu devant le groupe d'experts à l'OCDE. Ils étaient tous d'accord. Parce que j'ai dit, l'OCDE, vous avez conçu un instrument, Better Life Index. L'ONU a son instrument. Même le Bhoutan, le petit pays qui s'appelle le Bhoutan, ne veut plus quantifier son économie avec le PIB. Et pourtant, ce PIB-là, c'est ce qu'on exalte pour nous dire, vous avez une croissance dithyrambique. Et derrière cette croissance-là, la pauvreté augmente. Alors, j'ai l'impression que les gens qui apprécient cette croissance-là ne vont pas souvent vivre notre ruralité pour voir comment les paysans vivent. Moi, je suis président de conseil départemental. Je suis souvent en brousse pour voir ce qui se passe. Mais vous voyez des femmes qui se réveillent le matin de bonne heure dans des charrettes ou dans des ânes pour aller chercher de l'eau. Des jeunes garçons qui parcourent des kilomètres sans manger, je dis, pour aller à l'école. Des routes dégradées, sans eau ni électricité. Aller à l'hôpital de Fatick. L'accouchement, la salle d'accouchement des femmes qui meurent déjà à l'accouchement. Un lit pour 2 ou 3 femmes. Alors, on nous parle de croissance. Il faut qu'on sache raison garder et qu'on revienne un peu sur des choses sérieuses qui puissent nous permettre de partager la prospérité avec la majeure partie des populations. C'est pourquoi j'ai remis encore en cause les instruments de mesure de la pauvreté.
pauvreté rapportée à une population déterminée, et la proportion d'individus dont le seuil est en deçà du seuil de pauvreté fixé pour une année fiscale déterminée. Alors, nous avons la typologie, plusieurs types de pauvreté, parce que la définition dépend, le calcul du taux dépend de la définition du seuil de pauvreté. Nous avons seuil de pauvreté absolu, alors c'est pour les pays en développement. En termes de calories, la Banque mondiale l'évalue à 2,5 $. Mais ce n'est pas que l'argent qui fait le bonheur. La pauvreté relative, c'est pour les pays développés. Revenu médian par unité de consommation, voilà, avant impôt. Par défaut, par consensus, les 60% pauvreté par défaut, les 40% pauvreté absolue. Alors, on a la typologie des pauvretés, le coefficient de Gini qui est acceptable d'ailleurs. Coefficient de Gini qui est acceptable. La courbe de l'éléphant par percentile, la pauvreté intégrée, la pauvreté marginale, etc. Finalement, la pauvreté, le calcul de pauvreté que j'ai retenu ici dans mon livre, la pauvreté multidimensionnelle de la Banque mondiale, qui prend en compte l'éducation, la santé, revenus exponentiels, revenus bruts, par tête d'habitant, parité pouvoir d'achat, et maintenant tout ce qui est eau, électricité, même les toilettes améliorées. Alors, vu sous cet angle-là, dans le monde, nous avons 1,5 milliard de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et dans ces 1,5 milliard, les 60% sont en Afrique. Et vous allez voir que cette pauvreté multidimensionnelle-là réside dans des pays où il y a des matières premières. Paradoxe. Il y a de quoi réfléchir. J'ai encore poussé mon analyse pour essayer de comprendre les facteurs explicatifs. Je fais fi du débat, parce que maintenant c'est un débat entre pauvreté et inégalité et croissance inclusive. Les experts n'acceptent plus la définition initiale de la lutte contre la rareté. Ils se penchent vers une pauvreté inclusive, une croissance inclusive qui puisse prendre en compte la multidimensionnalité des besoins des populations. Et c'est ça qui est valable. J'ai essayé de voir en Afrique comment l'Afrique finançait la croissance, comment l'Afrique luttait contre les inégalités. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé par le Sénégal. Le premier budget du Sénégal en 1960, c'est de 19 milliards. 19 milliards de francs CFA. Pour 3 milliards, 300 millions de personnes. 3 millions, 300 000 personnes. Alors, dans ce budget-là, il n'y a eu que 3 milliards consacrés aux Sénégalais. Pour l'éducation, pour la santé, l'eau, l'hydraulique villageoise, les routes, etc., etc. En moyenne, le président Senghor a consacré 901 francs par personne. Pendant 20 ans, 3 000 francs par personne. 3 000 francs. Pendant que la population augmente. C'est-à-dire que quand la population augmente, la demande augmente, la demande en infrastructure, éducation, santé, etc., etc., etc. Abdou Diouf, Abdou Diouf a fait 10 ans de Premier ministre. Pendant ces 19 ans de règne, a consacré 4 500 par personne. Abdoulaye Wade, c'est un libéral. Et vous verrez la notion d'endettement qui dépend des écoles, des schumpeteriens et les classiques. Lui est venu avec ses programmes d'infrastructure. Il a hissé l'investissement à 38 000 francs CFA par personne. Le président Macky est venu avec 76 000 francs par personne. Les graphiques sont là. Ils sont là. Et c'est encore faible. Parce que rapporté à la pauvreté au Sénégal, en Afrique, c'est encore faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on change de modèle. C'est ça. Et je les ai calculés avec les régressions. C'est la page 62. La page 62.
Je les ai calculés avec les régressions mathématiques, avec des sources fiables. Au-delà, j'ai parlé de notre économie orientée vers les exportations de matières premières sans perspective sérieuse d'industrialisation. Rien que des matières premières, sans perspective. Même on ne franchit pas les Rubicons de l'indice Durchmann ou de l'indice d'ubiquité. J'ai parlé de l'endettement. J'ai expliqué l'endettement depuis 1971. Et c'est intéressant parce que l'endettement m'a beaucoup intéressé dans nos débats au niveau du cercle des économistes français. Finalement, le président Jean-Hervé Lorenzi avait organisé une session spéciale. Pape Diogo, je vous avais invité, hein, vous étiez là-bas à Aix-en-Provence. Voilà, je l'ai narré ici, je l'ai expliqué ici, une session spéciale. On débattait de l'endettement. Auparavant, j'ai déjeuné avec mon amie, Madame Christine Lagarde, qui était déjà la patronne du Fonds monétaire. Je l'ai convaincue. J'ai dit, Christine, il faut que tu nous aides, nous, les Africains, à sortir de ce carcan de l'endettement. J'ai pu la convaincre avec des arguments forts. Il me dit, cher, organise ta conférence, je viendrai. J'ai tout raconté ici. J'ai demandé l'autorisation en son temps au président de la République, qui m'a répondu immédiatement. C'est dans ces conditions que j'avais organisé la première conférence africaine sur la dette. Malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, quelque temps après, Madame Lagarde fut promue gouverneur de la Banque centrale européenne. C'est elle-même qui m'a appelé pour me dire, ça ne change rien. La personne qui va me remplacer viendra à Dakar présider. Et c'est pourquoi, rappelez-vous, le 19 décembre, le 2 décembre, Madame Christina Georgieva, qui est actuellement la patronne du Fonds monétaire, était venue ici pour cette conférence. Il y avait 10 chefs d'État présents, avec toutes les institutions présents. L'importance pour moi, les débats, dans nos ateliers, les débats étaient clairs. Il fallait trouver un substitut au consensus de Washington, où les Africains n'étaient pas présents, et qui était une doctrine de Hayek, toi qui aimes Hayek. Le consensus de Washington, j'ouvre une parenthèse, c'est Hayek, Schumpeter et Milton Friedman. C'est ça, hein? Donc, ils ont expérimenté ces 10 commandements chez Hayek. Ça a marché, ils sont revenus maintenant recruter en masse les Chicago Boys. Et Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont diffusé ça dans le monde. Ça a fait une grande bourrasque qui ont perdu beaucoup de pays africains avec les privatisations à outrance. On a privatisé un instrument. Oui, bien sûr. On a privatisé les chemins de fer. Regardez les chemins de fer du Sénégal qu'on a privatisé. L'ONCAD était un instrument de lutte contre la pauvreté, etc., etc., etc. Donc c'était ça. Il fallait trouver un substitut au consensus de 24, au consensus de Washington, où les Africains n'étaient pas présents. Mais là, il y avait 10 chefs d'État. La discussion était franche. Et c'est là où j'ai apprécié quand même l'ouverture d'esprit des gens du Fonds monétaire. Ils sont ouverts d'esprit. Ils sont dans le rôle. Fonds monétaire, Banque mondiale, OCDE. Je suis allé une fois à l'OCDE. J'y reviendrai pour ces questions-là. Mais ils étaient d'accord. Les sept paradigmes du consensus de Dakar étaient ça. Et ce sont les présidents de la République qui devaient diffuser ça, les ministres qui devaient l'entretenir. Et au niveau de l'agenda 2063, ça devait être inscrit. Ça devait créer un bouleversement majeur. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Alors, j'ai proposé 12 points essentiels, 12 travaux d'Hercule, qui, je pense, et scientifiques, pourraient aider l'Afrique à sortir de ce trou noir-là. Le premier niveau, c'est d'isoler les chocs négatifs externes qui influencent négativement nos économies. Le premier niveau, c'est l'inflation.
Quand le dollar augmente d'un seul point, ça se répercute sur le panier de la ménagère. Ça se répercute sur le stock de la dette. Ça se répercute sur l'eau. Ça se répercute sur l'électricité. Deuxième niveau, l'importation des produits agricoles. Ce sont des produits subventionnés qui tuent notre agriculture et qui hypothèquent notre perspective d'industrialisation. Au nom de quoi? Notre agriculture ne peut pas marcher à cause de ces produits subventionnés. La rémunération des matières premières, parce que chacun vend ses matières premières de son côté, etc., etc. Deuxième niveau, j'ai proposé